Oh my gosh, this really gives me guys something like self gratitude. Like you guys have to get up for yourself. You know, keep showing up for your own self. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ok, parfait. Donc, on a le bienvenue au séminaire du pôle 3C et puis du réseau de recherche en économie circulaire du Québec. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir Michel Lopez. Donc, Michel, bienvenue. Michel va nous présenter le projet FreeVEP, donc, qui a été lancé en 2016 par l'association Auré. C'est un projet de recherche de solutions technologiques visant à jeter les bases d'une filière du recyclage des vêtements professionnels en fin de vie. Et donc, Michel va se concentrer sur les enjeux de gouvernance à ce projet qui le portait, comment cette gouvernance s'est déroulée. Donc, Michel, c'est un grand plaisir de te recevoir virtuellement aujourd'hui. Et puis, je vais te laisser la parole. On est assez flexible. On peut avoir une petite demi-heure de présentation ou 40 minutes, et puis après, un petit 20 minutes ou une petite demi-heure de questions à la fin. On va finir vers 13 heures, c'est-à-dire 19 heures ton heure. Bienvenue. Oh, pardon, 18 heures ton heure. Je pense qu'il faut rétablir le son de Michel. Super. Est-ce que c'est OK? C'est parfait. C'est parfait. Alors, bonjour à tous. Donc, Michel Lopez, je suis très heureux d'être là avec vous ce midi, en soirée pour moi. Euh, donc, juste vous expliquer que moi, j'ai été le référent économie circulaire du groupe SNCF pendant plus d'une douzaine d'années. Donc, j'ai eu en charge la politique déchets et j'ai mis la politique économie circulaire à partir de 2013. On en a fait plusieurs versions jusqu'à une dernière en 2023 à laquelle j'avais contribué aussi. Et puis, en tant que SNCF, j'ai souhaité que l'on adhère à une association qui s'appelle ORE, O-R-E-E, que je vous invite à aller, dont je vous invite à aller visiter le site, parce que vous verrez qu'il y a énormément d'informations sur trois priorités que je vous présenterai après. Et ces trois priorités nous ont permis, en tant que SNCF, d'aller puiser des informations, d'aller puiser des réseaux, des retours d'expérience. Et je me suis trouvé confronté à un moment donné à un sujet que j'ai donc apporté dans un club métier que j'anime toujours depuis une douzaine d'années. Donc, voilà pour l'introduction. Euh, je vais je vais me mettre en mode, voilà, en mode comme ça. Euh, donc, je vous présente rapidement les trois priorités d'ORE. Donc, ORE, ça signifie Organisation pour le renouveau de l'économie par l'environnement. C'est une association qui a été créée en 1992, qui regroupe aujourd'hui à peu près 200 adhérents avec aussi bien des entreprises que des collectivités locales, des fédérations. Euh, c'est un espace de rencontre institutionnel, industriel, professionnel. Et parmi les trois priorités que l'on a donc établies, il y a la biodiversité et l'économie. Il y a l'économie circulaire dans laquelle je suis et il y a le reporting RSE et l'ancrage local. Euh, donc, je vous le disais, j'anime un club métier qui s'appelait avant Valorisation des mousses et des textiles, qui a commencé à se positionner sur des problématiques de gisements de matières comme des mousses de sièges auto, de trains, d'avions, comme des textiles de différentes origines, mais professionnels surtout. Et puis, dans un contexte où, à l'époque, il n'existait pas de REP sur les vêtements professionnels. Donc, les vêtements professionnels, vous avez sous les yeux un petit peu ce que cela représente et les différentes corps de métier qui sont concernés. Ben, en fin de compte, énormément de corps de métier. Ça va de l'armée à la police, en passant par les travaux publics,
les hôtesses de l'air, les contrôleurs SNCF ici. Donc, vous avez tous ces agents qui finalement sont dotés par leur société d'équipements qui peuvent être soit des vêtements images, soit des vêtements de travail ou des tenues haute visibilité pour les protéger dans l'exercice de leur métier. Il faut savoir que on fait une distinction en France entre le vêtement professionnel et le vêtement domestique. Le vêtement domestique, c'est celui qu'on porte tous et qui fait l'objet d'une REP, responsabilité élargie du producteur, qui est porté par un éco-organisme qui s'appelle aujourd'hui Refashion. Ce qui signifie que Refashion aide et soutient la tonne triée auprès de structures qui relèvent soit de l'économie sociale et solidaire, ou soit des entreprises, soit des collectivités qui vont collecter et trier les vêtements domestiques. OK? Le sujet dont nous sommes emparés, lui, concerne les autres vêtements, c'est-à-dire les vêtements professionnels pour lesquels il n'y a pas de REP. Et on s'est retrouvés confrontés tous ensemble à cette difficulté qui était de dire, en dehors de l'incinération, est-ce qu'on peut pas faire un petit peu mieux, compte tenu qu'on sent que sur le plan industriel, il y avait de la demande en France pour que les industries puissent profiter de ces gisements assez conséquents de vêtements professionnels. Donc, on a décidé de s'auto-saisir de ce sujet. Excusez-moi, il y a un mode automatique, donc je vais le rectifier à chaque fois. Je ne sais pas faire mieux. Attendez, je peux peut-être essayer de le faire comme ça, voir si ça le bloque un peu plus. Donc, en l'absence de REP, on s'est dit, ben, finalement, nous allons nous-mêmes nous auto-saisir de ce sujet-là et puis aller voir les pouvoirs publics et essayer de trouver des acteurs qui veulent bien nous aider à contribuer à mettre en place cette filière qui n'existe pas, qui n'existait pas. Donc là, en termes de gouvernance, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des donneurs d'ordre, c'est-à-dire des sociétés. Alors, puisque là, voilà, les donneurs d'ordre, ils sont là. Vous avez la SNCF, la Poste, la mairie de Paris, GRDF, c'est agaçant ce truc-là, ESF, l'ONF, le ministre de la Défense et le ministère de l'Intérieur. Vous savez ce que je vais faire? Je suis désolé, c'est moins sexy, mais je vais faire ça. Comme ça bouge plus. Donc, on s'est lancé chez Auré dans une animation collaborative avec un projet qui était en train d'émerger. On lui avait pas encore donné de nom à cette époque-là. On a créé un groupe de travail spécifique avec les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre, ce sont ceux qui sont là sur le slide. L'idée étant de se dire, on va stimuler, on va simuler, excusez-moi, on va simuler des recherches, on va simuler des initiatives pour que sur le plan de ces vêtements professionnels, on puisse faire quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Auré, qui est une association de loi 1901, déclarée d'utilité publique, Auré n'est pas une fédération professionnelle comme il en existe en France. Il existe des fédérations professionnelles pour les métaux ferreux, non ferreux, qui sont regroupées dans une grosse organisation qui s'appelle Fédérec, que vous devez connaître ou dont vous avez déjà entendu l'existence. Fédérec regroupe tout un tas de corps de métier à travers des matières, métaux ferreux, non ferreux, le verre, les plastiques, le bois, les métiers du textile et tout ça. Donc, si vous voulez, alors attendez, j'ai quelque chose qui vient se mettre sur mon écran. La particularité, c'est que Auré, donc, en tant qu'association non professionnalisée, c'est-à-dire non de fédération, on a eu cette liberté et cette capacité à aller fédérer justement des donneurs d'ordre qui ne se connaissaient pas particulièrement, qui partageaient la même problématique, qui était de sécuriser les gisements, parce que vous avez bien compris, quand on voit ce type de vêtements-là, on se dit qu'on ne peut pas les mettre dans des bacs tout public
pour que ce soit redistribué à des civils. Ce sont des vêtements qui doivent être systématiquement détruits pour que personne ne puisse les réutiliser en se prétendant être de la police, être contrôleur, être hôtesse de l'air. Donc, il y a un enjeu de sécurité qui est très, très important. Il y a un enjeu image commerciale, mais ça, j'allais dire, ce sont pas des dommages très graves. Le vrai dommage grave, c'est quand vous pouvez commettre un acte terroriste parce que vous avez un vêtement de l'armée sur vous, parce que vous avez un vêtement de police, de gendarmerie. Et là, vous pouvez accéder à des espaces qui vous sont normalement interdits. Donc, ça, cette problématique de la sécurisation, elle a pris tout le monde, enfin, elle a mis tout le monde d'accord. Dans un projet comme ça, ce qui était important, c'était que tout le monde soit d'accord sur au moins un des thèmes qui était de dire on doit sécuriser la fin de vie de ces tenues images et de nos vêtements parce qu'ils ont des logos. Ils ont des logos SNCF, La Poste, EDF, etc. Donc, ils ont des logos d'entreprises et ça veut dire que les gens peuvent rentrer dans les emprises sans y être forcément salariés. Donc ça, c'était un vrai souci pour tout le monde. Et on a donc proposé, donc moi j'étais l'animateur de ce club métier, on a donc proposé de créer un collège spécifique donneur d'ordre et de se dire, bah, voilà, maintenant on va se coordonner et on va aller rencontrer le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Environnement, et on va travailler avec eux sur qu'est-ce qu'il est possible de faire quand on est comme nous, un groupe de donneurs d'ordre qui achetons des millions d'articles par an et qui donc mettons des millions d'articles au rebut par an aussi. Donc l'enfouissement est donc interdit en France aujourd'hui, heureusement d'ailleurs. L'incinération, ça peut avoir du sens, mais on sait que les matières constituantes de ces vêtements-là sont de très très bonne qualité. Donc c'est quand même une sorte de gâchis que de ne pas les utiliser. Et quand je disais que c'était un projet avec une gouvernance un petit peu particulière, c'est parce qu'effectivement, on a été mandaté par tous les donneurs d'ordre pour coordonner ce projet au nom de tous et de mener toutes les démarches avec les institutions et avec les industriels. Donc, les enjeux sont de rechercher effectivement des solutions, sachant qu'il y avait des bribes de solutions, mais pas tout à fait matures, et qu'il a fallu pour certaines les aider à passer certains caps, certains tests. Il y a aussi un plan important, c'est que dans les entreprises, le fait de sensibiliser les agents aux risques de sécurité et de leur dire, ben voilà, on va s'engager dans une démarche d'économie circulaire en essayant de recycler la matière. Donc, vous allez nous aider, vous, en ramenant vos vêtements, vous allez nous aider à enrichir notre démarche RSE. On souhaitait aussi que les gisements puissent alimenter des filières nationales, donc créer de la valeur sur le territoire national, voire dans les pays limitrophes. Travailler avec des structures de tri existantes ou en faire émerger de nouvelles. Consolider les acteurs, enfin consolider les emplois en proposant aussi des formations spécifiques et surtout, et ça c'est le plus important, c'est d'identifier les débouchés pour les matières recyclées, que ce soit en boucle ouverte ou en boucle fermée. Parce que vouloir travailler la matière, c'est bien, mais si personne n'achète la matière recyclée, il vaut mieux arrêter de suite. Donc, on a travaillé sur ces sujets-là aussi pour que les industriels ils aient de la visibilité sur à la fois la qualité du gisement entrant et la période pendant laquelle ils allaient pouvoir bénéficier de ce gisement, si possible longtemps et avec des volumes et de la qualité identiques. Boucle fermée et boucle ouverte. La boucle ouverte, par exemple, avec des vêtements, on va faire des isolants thermiques pour les véhicules, pour les voitures, pour les trains, voire pour les maisons. La boucle fermée, elle est plus compliquée, c'est-à-dire retourner vers du fil pour refaire des vêtements. C'est plus compliqué, c'est plus sélectif en termes de matières qui sont éligibles à cela. Je vous montre les acteurs du projet tels qu'ils étaient en 2016.
Parce que, si vous voulez, ce projet, on a commencé à en parler en 2014 dans ce club métier. On en a parlé, on a fait pas mal de démarches. Donc, moi, je suis allé rencontrer les ministères que je vous ai évoqués. Je suis allé visiter des usines, voir comment les uns et les autres faisaient leurs opérations et surtout comment les donneurs d'ordre commençaient à aborder le sujet de la collecte en interne. Donc, c'était étonnant de voir que les armées, par exemple, avaient du mal à récupérer les tenues parce que les soldats les conservent et pensent que les tenues sont à eux. Or, quand on leur donne ces tenues, ils signent un papier comme quoi les tenues appartiennent bien à l'armée. Bon. Il y a ce qui est écrit et puis ensuite il y a la coutume. Il y a les habitudes que les gens ont ou que les gens prennent. Donc, on s'est rendu compte que le statut du vêtement dans une structure était le point focal de la réussite de la collecte. Si vous dites aux agents, et si c'est vraiment écrit, que la tenue appartient à la structure, c'est-à-dire au donneur d'ordre, à ce moment-là, quand vous demandez à ce que les agents vous ramènent le vêtement, c'est beaucoup plus simple que dans le cas inverse. Donc, nous avons trouvé le nom d'un projet, donc FreeVep, filière de recyclage industriel des vêtements professionnels. Ce projet-là, nous l'avons monté parce qu'à ce moment-là, il existait en France un dispositif qui s'appelle le dispositif ECV, Engagement pour la croissance verte. On avait une ministre de l'Environnement qui s'appelait Ségolène Royal à l'époque, et qui avait envie de faire des Green Deal à la française. Les Green Deal, c'est un dispositif que vous trouvez, enfin, qui a été initié dans les Pays-Bas. Et ces dispositifs, qui sont pas forcément financiers, ils sont plutôt là pour faciliter les choses, faciliter les relations avec les administrations, avec les acteurs industriels. Donc, il n'y a pas forcément de l'argent, mais il y a de la facilitation dans les contacts, dans les démarches administratives aussi. Donc, Ségolène Royal voulait lancer des engagements pour la croissance verte. Et en avril 2016, elle en a lancé 4. Et parmi les 4 premiers ECV français, il y avait FreeVep. Donc, je me suis retrouvé à présenter ce projet avec l'équipe projet au ministère de l'Industrie, qui est à Bercy. Et à l'époque, donc vous allez voir la photo, à l'époque, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, c'était ce monsieur qui par la suite est devenu ce que vous savez, c'est-à-dire président de la République. Mais à l'époque, il était ministre de l'industrie, de l'économie et des finances. Donc là, c'est toute l'équipe pour présenter le projet FreeVep à Bercy. 16 avril 2016. Vous voyez, on a quand même mis presque 2 ans à faire maturer le projet, à le monter, à le présenter, à le soutenir, et ensuite à ce qu'il soit clairement, à ce qu'on nous autorise à venir le signer de manière officielle. Euh, c'était une grande chance, d'ailleurs, d'avoir été sélectionné. Et les mots-clés de ce projet étaient mutualiser les moyens, massifier les gisements. Alors, en économie circulaire, je ne vous apprends rien. Mutualiser et massifier, c'est quand même quelque chose de très, très important pour faire baisser les coûts de la logistique, du tri, de la collecte. Expérimenter des nouvelles méthodes de traitement, tester une nouvelle forme de gouvernance collaborative et inédite, parce que dans les ECV, il y avait souvent des fédérations professionnelles comme celle du verre, celle du plâtre. Bon. Et nous, on était le seul ECV à l'époque avec une structure d'un type inconnu. Euh, et nous avions l'ambition de co-construire cette nouvelle filière. Alors, comment ça s'est passé? On a mis en place donc, on a signé à Bercy le 16 avril et au mois de juin, nous avons signé avec l'ensemble des membres
et la SNCF, enfin, dans les locaux de la SNCF, nous avons signé ce qui est devenu un accord là, de consortium sur le projet FreeVep. La première étape a consisté à faire un diagnostic et un état de l'art de tout ce que les donneurs d'ordre avaient dans leur placard et dans leur vestiaire surtout, et d'estimer à peu près les gisements qui étaient concernés. Cette étape-là, je le dis parce que si un jour vous êtes amené à le faire au niveau du Québec, c'est une étape dont il ne faut pas sous-estimer l'ampleur. C'est une étape très compliquée parce que les donneurs d'ordre, à travers leur service achat, on pourrait se dire oui, c'est facile. Ils vont tout de suite dire qu'ils ont acheté 8 500 tenues comme ça, 13 000 comme ça, 60 000 autres. Sauf que c'est pas si simple que ça. On se rend compte que des fois, il y a plusieurs services qui gèrent les achats dans des structures et que la collecte de toutes ces informations pour arriver à un volume global à la fin, c'est de dire, ben voilà, nous achetons 300 000 articles par an et ça représente 10 millions d'euros. OK. Après, il y a une autre étape qui est un peu plus compliquée, c'est de dire 10 000, enfin, 300 000 articles, mais en gros, ça pourrait représenter quoi en tonnage? Et là, on a du mal parce que entre une chemise qui va faire 120 grammes et un parka qui va faire 1300 grammes, vous voyez que c'est difficile de faire une moyenne à 500 ou 600 grammes, ça n'a pas de sens. Donc, ça demande de rentrer un peu plus dans le détail. Et là, on se rend compte de la difficulté dans les structures à aller collecter la donnée. Parce que la donnée, elle est répartie partout, dans différents services. Et ça, il y a des structures qui nous ont remerciés parce qu'elles se sont rendues compte à travers cet exercice à quel point elles n'étaient pas structurées justement pour pouvoir aller consolider ces données. Ça a eu au moins cette vertu dans un premier temps. Donc la première phase, diagnostic, estimation des gisements concernés, du nombre d'articles et, si possible, du volume, du tonnage. On a mis ensuite en place une expérimentation. Alors, vous avez compris que ces gisements étaient des gisements sensibles, avec une notion de sécurisation des gisements. Donc, nous avons trouvé un site expérimental qui n'était connu que de certaines personnes chez les donneurs d'ordre. On n'a absolument pas communiqué sur le nom de la ville où ça se trouvait, parce que dans le même local, on avait donc des vêtements des armées, de la police, de la poste, du ferroviaire, de la ville de Paris, de GRDF, de l'ESF, le ski. L'ESF, c'est l'école du ski français. Donc, ce sont les moniteurs de ski qui changent de tenue tous les 2 ans. Et donc, ce site a été sécurisé. L'armée, pour vous dire, l'armée est venue livrer ses propres gisements. Et avant de déballer du camion, le responsable qui est à Ballard, à Paris, était sur place. Il est venu vérifier qu'il y avait bien ce que l'on avait dit, à savoir les caméras, les cartes d'accès, etc. Il a tout vérifié. Et ensuite, il a autorisé le déchargement. Donc, juste pour vous dire, on ne mélange pas, en français, il y a une expression qui dit on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ben là, je vais la faire autrement. On ne mélange pas les vêtements professionnels et les vêtements domestiques. Les vêtements domestiques, quand vous allez faire un tri, quand vous allez faire une collecte, ça n'a pas d'importance que ça vienne de tel coin de la ville, qu'il y ait des survêtements, qu'il y ait des jogging, enfin, qu'il y ait des chemises et tout ça, peu importe. Là, quand vous allez commencer à travailler sur les vêtements professionnels, et je sais que j'avais rencontré quand j'étais venu chez vous, Marianne Coquelicot, je crois, et Natacha Beauchesne, qui travaillent beaucoup sur ce domaine là, des textiles. Il y a une vraie différence entre le textile tout public et le professionnel, où là, on rentre dans des contraintes de sécurisation qui se voient matériellement
dans les lieux dans lesquels on va travailler avec les caméras, etc., etc. Donc, on a mis en place au mois de juillet 2018, signature en 2016, première phase diagnostic. Ça nous a pris quand même un certain temps. Et presque 9 mois, c'est très, très compliqué, c'est très long. Et ensuite, montage, enfin, identification d'un site, sécurisation du site, mise en place de toutes les conditions d'assurance, etc. Enfin, vous voyez, là, un projet, ça se fait pas d'un simple claquement de doigts et je ne vous l'apprends pas. Donc, le 9 juillet 2018, on a inauguré ce site expérimental. J'étais sur place et on a commencé à travailler avec les gisements de la SNCF parce qu'on en avait plein qui étaient prêts et du coup, on a pu commencer les premiers. Et on avait aussi un avantage, c'est que les gisements, on les connaissait très bien. C'est-à-dire, on avait des fiches techniques pour tous nos gisements, on avait plein de choses. Et donc, on a commencé à trier à la fois par couleur, par matière. Là, vous voyez, c'est une chemise de la police nationale. Alors, vous voyez, le simple fait qu'il y ait ce petit drapeau bleu, blanc, rouge, eh ben, ça pose des problèmes parce qu'il faut l'enlever, évidemment. Si toutefois on voulait réemployer cette chemise parce qu'elle n'a pas de logo officiel, eh bien, ce petit drapeau, il vient juste compliquer les choses parce qu'il faut l'enlever. Et quand vous avez 10 chemises à faire, ça va. Quand vous en avez 80 000, ça devient un vrai problème de rentabilité, un vrai problème d'outils, de troubles musculo-squelettiques parce que les gens vont faire toujours la même chose des milliers de fois. Donc, je dis ça parce que dans les vêtements, il faut faire très attention et penser en amont quand on fait de l'éco-conception d'un vêtement. Il faut tout de suite penser à comment on va assurer sa fin de vie. S'il y a trop de fermetures éclairs, des fermetures éclairs dans différentes matières. Enfin, c'est très complexe, même si c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Euh, on s'est rendu compte à travers un projet comme celui-là que l'éco-conception était fondamentale. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Donc, on a des vêtements triés, ils ont leurs points durs, leurs boutons et tout ça. Ensuite, on enlève tous ces points durs et puis on va se retrouver, on va faire ce qu'on appelle des chiquettes, des petits morceaux de 5 par 5, mais ça peut être 10 par 10. Et puis, on va commencer à les broyer pour obtenir ce qu'on appelle une bourre. Et cette bourre, elle va aller, en fonction de la matière, elle va aller chez différents effilocheurs qui, eux, ont l'habitude de faire différents types de matières avec cette bourre. Donc, on a aussi imaginé, constitué un arbre des possibles, c'est-à-dire toutes les utilisations qu'on pouvait faire. Ça allait aussi avant de détruire le vêtement, on s'est rendu compte que certains vêtements pouvaient être réemployés parce qu'ils n'avaient aucun logo, parce qu'ils n'avaient pas une couleur spécifique. Par exemple, des pantalons, des bas de pantalons haute visibilité qui sont souvent orange, avec des bandes rétro-réfléchissantes grises. Il n'y a jamais de logo là-dessus et donc vous pouvez les redonner à n'importe quelle association qui fait du jardinage ou qui fait diverses choses. Il n'y a pas de risque de sûreté. Après, il y a cette notion d'upcycling. On peut aussi faire des objets avec ces matières-là parce qu'elles sont extrêmement résistantes. Donc, on a fait des essais à la SNCF, des essais de trousses, de petits porte-monnaies, de porte-cartes, de housses pour mettre les iPads, pour mettre les ordinateurs, avec différentes matières. On s'est vraiment fait plaisir. C'était bien fun, comme vous dites. Et donc, pour ce qui est de la gouvernance de ce projet, puisque le sujet, c'est d'aborder le fait que ce soit une gouvernance un peu atypique. Donc, on a signé cet engagement en avril 2016. On avait des copiles, un ou deux par an, ça dépendait des années et de l'actualité surtout, et des décisions importantes à prendre. Je voulais dire que sur tout le long de ce projet, on a fait 3 appels de fonds et les donneurs d'ordre ont tous donné à peu près 30 000 euros. Donc, c'est un projet en dehors de l'expérimentation
mais que l'on a pu, un projet, on a pu récolter, enfin collecter plus de 200 000 euros, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui nous a permis de mener les trois phases. La phase expérimentale était entièrement financée, ce qui veut dire que toutes les heures qui ont été consacrées à tout ce qui est enlèvement des points durs et tout ça, tout était financé. Donc ça nous a permis, ça nous a autorisé à faire des tests, j'allais dire grandeur nature, avec des outils, soit avec des outils manuels, soit des outils électriques, et de chronométrer, vous savez, quand on enlevait tous les points durs d'un vêtement qui existait en milliers d'exemplaires, eh bien, on s'est dit, ben, on va chronométrer ce que ça fait quand on le fait à la main comme ça, quand on le fait avec un outil électrique, quand on le fait avec la machine qui va déchiqueter, quel est le pourcentage de matière résiduelle que l'on va pouvoir exploiter, et puis surtout en termes de temps, c'est de se dire un opérateur combien de kilos est-ce qu'il va traiter par jour, parce que dans tout ce que l'on fait, il y a bien cette notion de modèle économique, et on a tout intérêt à avoir quelque chose qui soit supportable. Alors, pendant l'expérimentation, évidemment, on n'était pas dans la recherche de rentabilité. On était là pour collecter des informations sur des difficultés de process, sur des temps consacrés à telle opération, etc. Et puis tout ça, ça nous a vraiment appris plein de choses qui nous ont permis, à un moment donné, on s'est dit, quand on était en train de rédiger le rapport, parce que pour l'expérimentation, l'ADEME, que vous devez connaître, qui est un organisme qui dépend des deux ministères, Industrie et Environnement, l'ADEME nous a aidés pour cette expérimentation. Donc, à partir du moment où l'ADEME nous aide, donc c'est une aide d'État, on fournit un rapport qui est diffusé. Ce rapport, la technique dont je vais vous montrer le sommaire, ce rapport, il nous a permis de consolider toutes les informations que l'on avait, euh, des fois d'écrire des choses qui étaient simples pour nous parce qu'on s'est dit oui, bon, ben ça on s'en doute, mais qui n'avaient jamais forcément été écrites avant, parce que là on était en train d'expérimenter des choses qui n'avaient jamais été faites de manière officielle. Euh, le, 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 le projet FreeWeb, donc avec ses copies enfin, collectifs globaux et et les comités techniques mensuels, avec des visios, avec chaque semaine un point avec les industriels. Ça a été un projet qui nous a occupé. Enfin, moi, à l'époque, à la SNCF, dans ma fiche de poste, j'avais 30% de mon temps qui était consacré à ce projet. C'est pour dire que la SNCF a vraiment investi dans ce sujet. Elle y a cru. J'ai eu la chance d'être convaincant, mais surtout d'avoir des chefs qui étaient convaincus. Parce que si ça n'avait pas été le cas, peut-être que le devenir de ce projet n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui. Et puis, quand on a terminé tout ça, on s'est dit, chez Auré, on s'est dit, tiens, on pourrait quand même consigner toutes les recommandations qu'on a faites et tous les constats que l'on a fait pendant cette phase-là. Et on a proposé un livret sur l'éco-conception des vêtements professionnels que vous trouverez sur le site de Auré, hein. Il est là en disponibilité. Euh, et ça nous a permis un petit peu, j'allais dire, de marquer un point d'étape. Le projet avait son rapport technique et avait aussi son livret de recommandations pour les designers, pour les fabricants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce projet, en termes de gouvernance, les donneurs d'ordre, dès le départ, ont dit, on va pas faire venir les fabricants parce que ça va être compliqué à les faire discuter ensemble, les problèmes de concurrence, ça va être compliqué. On va travailler entre nous. On va prendre en charge financièrement cette démarche et ce projet FreeWeb. Puis après, dans la phase suivante, je pense qu'ils vont se bouger plus. Ce qui veut dire que quand on a fini FreeWeb, moi, j'ai continué à suivre le projet parce qu'on était en train de se dire qu'il allait falloir lancer un FreeWeb 2 après un FreeWeb 1 qui a amené certains constats
mais c'était pas suffisant, hein. Il fallait continuer dans cette démarche-là, d'autant plus qu'on était encouragé par l'État. Les ministères nous ont encouragés à aller plus loin. Donc, le FreeWeb 2 ne s'est pas appelé comme ça, il s'est appelé Firex, parce qu'il a fallu changer de nom pour pouvoir présenter un nouveau projet, cette fois à l'ADEME et à la BPI, qui est la Banque publique d'investissement en France. Euh, j'ai participé à ces épreuves à ces étapes de soutenance avec le consortium de 5 industriels. Et ce projet Firex a donc débouché sur plusieurs étapes. Donc, Auré est resté mobilisé sur le projet sur un seul volet qui était celui de garder les donneurs d'ordre en alerte sur le fait que leur gisement allait être utile pour la phase Firex, donc, euh, pour pouvoir disposer de matière pour faire tourner les machines qui allaient être mises en place dans le cadre de Firex. Je vous fais grâce de ce schéma. J'enverrai la présentation à Maïka, donc vous aurez le temps de lire tout ça en détail. Ce que je voulais vous dire, c'est que il a donc été créé une structure qui s'appelle Nouvelle Fibre Textile, qui est à Amplepuis, à l'ouest de Lyon. Euh, c'est une structure qui s'appelle Nouvelle Fibre Textile et qui est constituée de 2 entités. Une qui s'appelle L'étissage de Charlieu et Synergie TLC. Synergie TLC était le mandataire technique du projet FreeWeb. Donc, des gens qui connaissent bien le projet initial et qui le suivent en tant que prestataire. Et là, ils se sont mis dans le projet NFT, puisque c'est un projet qui a été déposé à l'ADEME avec 2 phases. La première phase, c'est on va faire un démonstrateur industriel. Pendant 2, 3 ans, on fait un démonstrateur industriel pour faire le test, améliorer 2 types d'outils. L'outil lecteur de tri optique et l'outil qui va permettre d'enlever les points durs d'une manière rapide et en essayant de récupérer le maximum de matière. Alors, l'outil de tri optique, il y a plusieurs fabricants qui sont sur ce domaine dans le monde, sur des chaînes de tri, mais notamment pour les emballages ménagers, donc j'allais dire plus pour les déchets issus de la consommation et de notre consommation essentiellement alimentaire, sanitaire et tout ça. Donc, en France, ça se fait. Vous avez des centres de tri qui sont aidés par Citeo, qui est un des plus grands éco-organismes français. Mais pour le textile, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça n'existait pas des lignes de tri avec des lectures optiques qui allaient dire, ben, ça c'est un coton polyester, ça c'est un polyester pur et tout ça. Donc, il y a une société française qui s'appelle Pellinck ST, qui est dans le Vaucluse et qui travaille déjà beaucoup dans le secteur des déchets, mais qui s'est lancée avec une autre entreprise qui, elle, est dans la fabrication des déchiqueteuses et des effilocheuses qui s'appelle Andritz Laroche, qui est à Cours-la-Ville. Et donc, ils se sont portés volontaires pour aider Nouvelle Fibre Textile pendant cette phase démonstrateur. La phase démonstrateur, on l'a inaugurée en novembre 2023. Et j'ai eu la chance d'être mandaté justement pour faire l'animation de cette journée. C'était très émouvant en termes de gouvernance, là, mais en termes de gouvernance de ces émotions, c'était très émouvant parce que dans la salle, il y avait des gens que je connaissais depuis 10 ans, des gens que je connaissais depuis 6 mois, mais tous avaient la même détermination, c'est-à-dire faire avancer la filière. Et je dis que c'était émouvant parce que il y avait des gens qui étaient là au tout début de ce qui n'était pas encore FreeWeb et qui sont restés fidèles et
et qui ont porté cette démarche dans le temps et dans leur structure. Et ça, c'est très important quand on veut monter une filière. C'est, il se constitue une sorte de noyau dur d'acteurs. Et ce noyau dur d'acteurs, quand il tient bon, il y a de fortes chances que ça réussisse. Quand le noyau dur se désagrège et qu'il y a de nouveaux entrants systématiquement, c'est plus compliqué en termes de cohésion du groupe et de force. Donc, ceci étant dit, euh, nouvelle fibre textile, je vais vous montrer, alors je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer d'aller vous montrer autre chose. Je vais vous montrer ceci. Emmanuel, tu peux juste me dire si on voit le début de la vidéo là? Oui, Est-ce que quelqu'un... Oui, Oui. tout à fait. c'est bon. Je vais la lancer. Tu me fais juste un oui s'il y a le D'accord. son. De cette voyageuse, avant d'être un sac de voyage, il a eu une autre vie. C'est OK? C'est un peu lent, mais ça va. Ça va jouer. C'est-à-dire que ça passe comme un 33 tours alors que tu pensais que c'était un À 45 tours? 45. C'est un Ouais, petit peu old-fashioned de dire ça, mais c'est un petit peu ça. Mais ouais, ouais, ça va ouais, faire l'affaire. mais c'est bien correct. C'est 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 parti. pas Il une a déjà performance parcouru artistique. des milliers de kilomètres en train, car c'était une des tenues professionnelles des agents SNCF. Tout au long de l'année, la SNCF les renouvelle lorsqu'ils sont usés. Et pour leur assurer une fin de vie respectueuse de l'environnement, elle a participé activement à la création d'une filière française de recyclage industriel. Comment ça marche ? Tout d'abord, les tenues usées partent chez Nouvelle Fibre Textile, à Amplepuis, en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes ici dans la première usine française de tri automatisé portée par les tissages de Charlieu et Synergie TLC. À l'origine, la SNCF nous a confié 23 tonnes de vêtements, ce qui nous a permis de mettre au point nos différentes machines. La première étape consiste à trier les vêtements par composition, par exemple le coton d'un côté, le polyester de l'autre, puis par couleur, grâce à la lecture optique. Les tissus sont ensuite découpés en chiquettes et les points durs retirés, comme par exemple les boutons, les fermetures éclairs et les logos. Ces chiquettes sont ensuite transformées en fibres pré-effilochées. C'est la matière première qui approvisionne la filière de recyclage textile 100% française. À Laval, les fibres sont effilochées chez Renaissance Textile. Puis à Lille, Refilon ajoute de la fibre recyclée post-industrielle pour créer de nouveaux fils prêts à tisser. La dernière étape, c'est ici, dans notre usine des tissages de Charlieu. Cette fibre que nous avons récupérée, issue des vêtements des agents de la SNCF, nous allons ici la transformer en tissu, puis en produits confectionnés, des vêtements, des sacs. Ça veut dire quoi? Concrètement, que chaque kilo de textile que nous allons produire, quand on les produit en France par rapport à la production importée, on divise l'impact carbone par 2. Quand c'est en plus diffusé en circuit court, on divise par 4. Et quand c'est en plus fait avec de la fibre recyclée, on divise par 10 l'impact carbone. Et en plus de ça, on crée des emplois. 1% de relocalisation textile, c'est 4000 emplois créés. Donc on est sur un système qui s'appelle l'économie circulaire, un système qui fait du bien depuis la production jusqu'au consommateur. On décarbone, on crée des emplois et on crée du lien entre nous tous. Cette action s'inscrit pleinement dans la raison d'être de la SNCF. Agir pour une société en mouvement, solidaire et durable. Agir avec nos partenaires pour mettre en œuvre une solution durable pour nos vêtements professionnels usés, pour irriguer l'économie et les emplois dans les territoires, ainsi que le savoir-faire français. Une dynamique collective 100% made in France. Vous voyez le sac de cette voyageuse ? OK, alors ça fait un peu cocorico, hein. Je vais essayer de retrouver le partage pour retrouver mon écran. C'est OK, je suis revenu sur la présentation. C'est OK? Oui, oui. Alors, c'est quoi les suites d'un projet comme FreeWeb avec ce type de gouvernance-là qui, pour le coup, a vraiment fonctionné? Parce que ce que vous venez de voir dans la vidéo, c'est ce que j'ai nommé tout à l'heure le démonstrateur industriel. Donc, ça veut dire que vous voyez, en 2023, c'est-à-dire 7 ans après la signature, on passe de Bercy, où on serre la main de M. Macron, à 2023, où on voit ce que vous venez de voir dans la vidéo, c'est-à-dire les machines qui fonctionnent, qui tournent. Ça, sur un temps industriel, on peut considérer que c'est court, parce que c'est relativement
rapide. Il y a toujours des temps de montage qui sont des temps administratifs, qui sont euh, des fois accablants, agaçants, parce qu'ils peuvent être longs. Vous avez un changement, par exemple, d'acteur dans un service, ben, il a besoin que vous lui réexpliquiez tout. Et vous allez perdre 2 mois, quoi, vous voyez? Donc, moi, j'ai tendance à trouver que c'est rapide par rapport à toute la masse de contraintes que l'on peut avoir. Se retrouver avec ce démonstrateur-là en 7 ans, ben, c'est plutôt pas mal en termes de rapidité et de temps industriel. Alors, le dossier tel qu'il a été vendu à l'ADEME, c'est-à-dire présenté pour être soutenu financièrement, là, on est sur un projet au global où on est à 14-15 millions d'euros, hein. C'est quand même un projet assez conséquent. C'est pas l'expérimentation FreeWeb à 120 000 euros, quoi, vous voyez. Euh, L'idée, c'est de monter ensuite dans la phase 2 de ce projet Firex, c'est de monter une unité industrielle. L'unité industrielle, c'est le démonstrateur, là, il va travailler sur 2-3 000 tonnes dans l'année. L'unité industrielle, elle va sortir 25 000 tonnes dans l'année. Donc, on change de planète, quoi. On change d'échelle. Euh, le type de gouvernance que l'on a eu a été reconnu comme étant efficace et on nous a sollicité de nouveau, c'est-à-dire les mêmes donneurs d'ordre, voire d'autres, nous ont dit non mais ça c'est bien, vous avez surtout bossé sur les vêtements images, c'est-à-dire euh, pas ceux qui sont portés par des gens qui sont sur des chantiers, qui sont dans des garages et tout ça. Donc ça concerne pas les tenues haute visibilité et tout ça. Et ils nous ont dit ouais ben là nous on a quand même en dehors des vêtements images, on a tout notre stock de gisements, de blouses de travail, de tenues haute visibilité. On a rien là-dessus et on en a des volumes conséquents, notamment dans le monde du bâtiment, travaux publics, même dans les transports sur le long des autoroutes, etc., etc. Donc, ils nous ont sollicité pour que l'on reprenne un nouveau dossier que l'on a appelé FREPI, où là, cette fois, on a intégré les fabricants d'épis. Les épis, c'est des équipements de protection individuelle. La tenue, haute visibilité en est un, le casque en est un, les gants, les chaussures de sécurité, etc. Mais là, on n'est pas sur ces familles-là, on n'est que sur les vêtements. Exit les casques, les gants, les chaussures. Donc, ce projet, on l'a monté. On est plus de 22, 23 acteurs, dont les fabricants. On a quasiment tous les fabricants français de ces tenues haute visibilité qui sont là autour de la table, alors qu'ils sont concurrents pour répondre aux appels d'offres des armées, de la Poste, de la SNCF, enfin bref. Là, c'est complètement différent. Ils sont dans un état d'esprit de on a besoin de données pour caractériser toutes ces matières et on a besoin de savoir une fois pour toutes ce que l'on peut en faire, comment est-ce qu'on peut faire les tests, des tests en voie chimique, en voie mécanique, pour vraiment caractériser la matière qu'on va sortir finalement de toutes ces opérations-là. Quels usages on va pouvoir en faire en boucle ouverte ou en boucle fermée? Est-ce qu'avec ces matières-là, on va pouvoir refaire un fil pour faire un autre type de vêtement qui ne sera pas forcément un épi, mais qui peut être un vêtement avec des contraintes différentes? Donc là, on est dans ce que j'appellerais FREPI 1. En ce moment, les tests, on les commence là. Donc c'est un projet qu'on a lancé en janvier 2024, c'est ça, en janvier 2024. Ça a été long, ça a été très très long de faire signer les gens. Il y avait un ticket d'entrée qui était à 10 000 euros, mais bon, c'était toujours très très compliqué, surtout quand on est 22, hein. Ça, c'est le premier projet FreeWeb, on était 7, 8, ça allait. Mais 22, quand vous devez faire signer un document, c'est rien que ça, c'est du sport. Euh, on sait déjà qu'on est en train de préparer le FREPI 2, c'est-à-dire comme pour FreeWeb, un stade qui donnera lieu à un consortium d'acteurs différents qui pourront être
des fabricants, des industriels et qui vont, eux, se fédérer pour aller proposer un nouveau dossier à l'ADEME avec des financements beaucoup plus importants et un projet d'un montant beaucoup plus important aussi. Parce que vous imaginez bien qu'avec les installations qui vont se mettre en place issues de nouvelles fibres textiles, donc de ce qu'on appelle Firex, on imagine très bien qu'il pourrait y avoir des gisements qui viennent de Frépy, dont les caractéristiques seraient tout à fait compatibles avec ce qui va sortir de nouvelles fibres textiles. On pourrait mélanger ces matières pour aller vers du non tissé ou vers du fil. Donc, ces deux projets, il y en a un qui a déjà commencé et qui est bien avancé, c'est Firex avec les vêtements images. Là, le projet sur les épis et sur les tenues haute visibilité, il se développe comme ça et à un moment donné, il va y avoir un aiguillage. On est à la SNCF, hein. Enfin, je suis à la SNCF. Il va y avoir un aiguillage pour que ça se rejoigne et que les gisements puissent être mélangés, associés. Mais c'est pas comme dans enfin, ça peut faire penser à une recette de cuisine, mais il y a quand même quelques ingrédients qui viennent nous appeler à la raison. Par exemple, il y a un règlement qui s'appelle REACH et qui vient dire attention, telle matière a tel composé qui est interdit parce qu'il est reconnu comme étant CMR ou ceci ou cela. Donc, la réglementation REACH fait qu'on ne mélange pas les matières aussi facilement que ça, surtout que c'est des vêtements qui ont été déjà utilisés, donc qui peuvent être plus ou moins contaminés avec des matières plus ou moins sympathiques selon le métier que faisait la personne qui les portait. Donc, je referme la parenthèse. C'est juste pour dire que ce sujet de la gouvernance a plutôt été réussi et que là, ce modèle de portage par Auré a fonctionné une fois, on nous ressollicite pour que ça fonctionne une deuxième fois, et après on sait qu'on va laisser la main. On va laisser la main à des industriels qui vont faire leur job et qui vont investir parce que là, il y a des montants conséquents. Je voulais juste vous dire un truc sur l'économie circulaire parce que mon métier aujourd'hui, et c'est à ce titre-là que j'ai rencontré certains d'entre vous, soit en France à Montpellier l'année dernière ou en octobre dernier à Montréal dans le cadre des EJC à l'ETS. Moi, aujourd'hui, je m'occupe d'une chaire industrielle d'économie circulaire à l'ITEC, qui est une école d'ingénieurs matériaux, une école de chimistes. Et on a lancé cette chaire officiellement l'année dernière, en octobre 2023. Je vous en parle parce que l'ITEC a 4 spécialités, 4 majeures. Les textiles, le cuir, la plasturgie et la chimie des formulations. Dans la chimie des formulations, on trouve les colles, les adhésifs et les cosmétiques. Je vous parle de ça parce que ça vous a pas échappé que les textiles, je l'ai dit en premier, on est en connexion Auré avec la chaire, parce que moi, je suis membre d'Auré. À un moment donné, je l'étais au titre de la SNCF. Là, comme je suis détaché, je ne suis plus vice-président entreprise SNCF. Par contre, je suis chez Auré au titre de l'ITEC aujourd'hui. Et là, j'ai été nommé secrétaire général d'Auré au mois d'octobre dernier. Donc, je suis au CA. Je continue à animer mon club métier qui s'appelle Économie circulaire et textile. Et il y a une connexion qui se fait entre ce qu'on va faire dans la chaire, ce qu'on fait déjà chez Auré, avec des projets de recherche, puisque l'ITEC a la capacité de faire des recherches fondamentales. On est associé avec l'école centrale de Lyon, qui est notre voisin immédiat, et qui a des laboratoires très conséquents. Et donc, sur le pôle lyonnais, ce qu'on veut faire avec cette chaire, c'est être un pôle académique, industriel et institutionnel. Je vous en parle, c'est un peu hors sujet par rapport à la gouvernance, mais étant dans cette mission aujourd'hui, je ne pouvais pas taire ce qui fait mon quotidien et ce qui fait que j'aime faire ce que je fais. Et que je suis venu présenter aussi, notamment la dernière fois aux EJC. Voilà. Donc,
l'écosystème de la chaire industrielle, c'est à la fois des membres fondateurs, ce sont des parties prenantes. Je sais qu'on est en train de préparer avec certains d'entre vous, je pense notamment à Daniel Normandin, je ne sais pas si Daniel est là, mais en tous les cas, il est revenu, il est bien vivant. C'est une bonne nouvelle. Euh, on va faire des interventions sur le salon Polytech au mois d'octobre de cette année à Lyon. Un certain nombre d'entre vous y seront sûrement. On est déjà connecté avec aussi un autre acteur très très important qui est le CIRID, Denis Coconcelli, qui est le responsable du CIRID, qui en est le directeur. Et avec les trois instances que j'ai citées, le CIRID, euh, le CERIEC, l'ETS et l'ITEC, on va préparer des choses euh, franco-québécoises, donc justement pour le salon Polytech au mois d'octobre, puisque les EJC se tiendront cette année à Lyon et aux alentours de Lyon, quoi, voilà. Merci beaucoup, Michel. Pour moi, c'est OK, la présentation, j'ai fini. Ok, super. Bon, merci beaucoup, c'était très intéressant, très détaillé, c'est très, très inspirant. J'ai noté que pour les temps, pour le temps industriel, ce parcours de 7 ans ou 8 ans est relativement court. Maintenant, je vais laisser quelques questions. Il nous reste encore 4 ou 5 minutes. Qui a des questions pour Michel? Levez la main ou intervenez directement, on n'est pas hyper nombreux. On a une main de levée. Ah, je ne la vois pas. Euh, Allez-y, Julie, Oui, vous bonjour. pouvez. Julie, allez-y. Julie Reipen, je suis professeure à l'UQAM en économie sociale, mais je m'intéresse quand même aux questions d'économie circulaire. Un grand merci pour la présentation. J'avais juste une question. Comment ça se fait que tous ces projets ne donnent pas plus lieu à revoir aussi l'éco-conception, justement? Comment ça se fait que ça ne change pas, par exemple, le cahier des charges des marchés publics pour produire ce vêtement? On sait bien que plus on intervient tôt sur la chaîne de valeur, plus la circularité est forte. Et donc, je me demandais s'il y avait quand même à côté de ces projets-là, de vraies réflexions sur les questions d'éco-conception et notamment est-ce que ça se répercute dans les politiques publiques, le marché public ou ce genre de choses. Excellente remarque, Julie. Le thème de cette année, pour le club métier que j'anime chez Auré, le thème, c'est l'intégration de matières recyclées dans les produits neufs. Et le deuxième thème, c'est comment sensibiliser les donneurs d'ordre à intégrer des clauses marché qui vont activer la demande de matières recyclées. Et donc, ça nous renvoie complètement à l'éco-conception. Ça nous renvoie aussi au respect de la loi AGEC, qui est que la loi AGEC, c'est une loi en France sur l'économie circulaire de février 2020. Sur le fait qu'il va falloir intégrer de la matière recyclée dans les vêtements que nous allons donc acheter. Et les deux, trois thèmes que l'on aura cette année, c'est l'éco-conception pour justement intégrer ces matières-là. Et les fabricants sont vraiment en train de travailler là-dessus. Et côté donneur d'ordre, c'est leur faire prendre conscience qu'ils ont un rôle essentiel à la fois pour exiger des vêtements éco-conçus, mais pour exiger aussi qu'on mette de la matière recyclée dans leurs futurs vêtements, parce que c'est eux, à travers leurs clauses, que ce soit la commande publique ou la commande privée, mais c'est à travers les clauses qu'on va activer la demande de matière recyclée. Si elle n'est pas activée par eux, tout ce qu'on vient de dire et tout le dispositif ne fonctionnera pas. Donc moi, c'est mon objectif cette année, c'est que les donneurs d'ordre comprennent et puis qu'on puisse toucher les gens des services des achats, les designers et tout ça pour leur dire, il faut réfléchir tout de suite à la fin de vie maintenant. Et vous, en tant que donneur d'ordre, vous devez vraiment le demander officiellement. Mais c'est complètement s'il n'y a pas ce que vous venez de dire, rien ne marche. Donc, on est en plein dedans et ça se fait là en parallèle, oui, bien sûr. Merci. Il y a Martine Vézina. Oui. Oh, attends un petit peu, j'allume ma vidéo aussi.
Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Donc, Martine Vézina, je suis professeure à HEC Montréal, aussi en économie sociale et avec Julie, on travaille sur les questions, entre autres, de gouvernance, économie sociale, économie circulaire. Donc, c'est bien sûr que ce sont des choses qui nous intéressent, même si on ne parle pas d'économie sociale ici, mais ça m'amène quand même à poser la question, à savoir, bon, pour le moment, on travaille beaucoup en mode collaboration. Il n'y a pas tellement d'argent qui est mis par les acteurs actuellement. Ce sont des projets, ce ne sont pas des organisations. On est dans quelque chose d'assez relâché en quelque sorte. Donc, mais est-ce qu'on voit venir un moment où, parce que vous n'avez pas abordé les questions économiques, et je comprends aussi, parce que, en fait, pour le moment, ces projets-là sont financés par l'extérieur, mais dès qu'il y aura un marché pour ces choses-là, est-ce qu'on commence déjà à anticiper comment, quelle forme si ça va prendre une forme ou si chacun va repartir avec cette connaissance-là? Est-ce qu'on a prévu comment va se partager la connaissance, les investissements en recherche et développement, la propriété de tout ça, là? C'est beaucoup de questions, mais c'est comme si au-delà du projet, quand ça va vraiment quand la mayonnaise va prendre, est-ce qu'on a déjà commencé à penser au modèle de gouvernance final, fixe? Est-ce qu'il y en aura un? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Etc., etc. Je ne sais pas si ma question est suffisamment claire. Alors, je vais répondre avec ce que j'en ai compris. Euh, il y a eu le passage, vous voyez, de FreeVep à Firex, c'est-à-dire qu'on a laissé la main à un consortium d'industriels qui sont allés présenter un dossier à l'ADEME, et un dossier à l'ADEME avec un modèle économique robuste. Parce que l'ADEME ne s'engage pas dans un dossier si le modèle économique est pas fiable. Et donc, aujourd'hui, quand on est donneur d'ordre et quand on amène un gisement chez Nouvelle Fibre, on paye un prix à la tonne. C'est-à-dire que OK. si on veut l'incinérer, on paye aussi un prix à la tonne. Donc, le vêtement en fin de vie, c'est un déchet dont il faut assumer le coût de traitement. Et plutôt que de l'orienter vers de l'incinération, eh ben, on va l'orienter vers chez Nouvelle Fibre, mais on va quand même financer cette opération. Et donc, Nouvelle Fibre, lui, il a tout son business model sur les opérations qu'il fait et la matière, comment il va la revendre. Et entre ce qu'on lui verse et ce qu'il va revendre, ben, ça lui permet de tenir et de faire fonctionner sa boutique. Donc, ça, c'est quelque chose qui a évidemment été vu. Sinon, Nouvelle Fibre, telle que c'est aujourd'hui, ne pourrait pas exister. Vous voyez? Parce que là, le, le, euh, le local, enfin, le démonstrateur, c'est dans un local industriel qui est quand même énorme. Vous voyez? Donc, là, on est déjà sur 2-3 millions d'euros. Rien que ça. Donc, on n'est pas sur des opérations, tout est vraiment calculé, quoi. Donc le modèle économique, il existe, il a été validé par l'ADEME et par les acteurs et par les banques aussi, hein. Donc puisqu'il y avait la Banque publique d'investissement, la BPI. Donc je n'ai pas développé ça, mais évidemment que s'il n'y a pas une notion de rentabilité ou d'équilibre à minima, ça ne peut pas exister. Enfin, l'économie circulaire, ça peut pas être de la philanthropie. À un moment donné, on va économiser la ressource parce qu'on va pas aller extraire de nouvelles ressources, mais la ressource que l'on va utiliser, il faut aussi qu'on la monétarise et qu'elle rentre dans un modèle économique viable. Parce que même si on est même si on est en économie sociale et solidaire, où il y a certaines taxes qui sont moins fortes, etc., s'il n'y a pas de viabilité, ça ne tient pas. Donc, ça a été effectivement pris en compte. Et ça, c'est une dimension que Auré ne prend pas en compte, puisque Auré lâche l'affaire à un certain moment pour que ce soit justement les industriels qui se sont réunis là, en consortium qui, eux, vont reprendre le lead sur ça. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, 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 c'est beaucoup plus clair. Mais j'en aurais une autre petite.
une heure, j'étais sur un autre webinaire, on parlait au Québec d'une possible, pas une possible, mais il y a des questionnements sur une REP en textile. Et donc, il y en a une en France. Et je me dis, est-ce que ces vêtements-là font partie de la REP ou c'est quelque chose qui est hors de la REP en France? Et donc, parce que à partir du moment où il y a une REP, il y a quand même des engagements de tous ces donneurs d'ordre-là. Et donc, est-ce que j'en déduis que la REP textile n'inclut pas ces vêtements et habits professionnels? Eh bien, c'est exactement ça, et c'est ce que j'ai dit dès le OK. départ. Ah, La REP en France n'est que pour les vêtements domestiques, elle n'est pas OK. pour les vêtements professionnels, ce qui veut dire que, alors, ce sont les metteurs sur le marché qui sont responsables dans la REP et qui vont porter la responsabilité de la gestion de la fin de vie. Ce sont les metteurs sur le marché. Moi, si je suis SNCF et que j'achète des vêtements, je ne suis pas le metteur sur le marché. Je suis un consommateur de vêtements pour mes agents. Donc, là, aujourd'hui, en France, il y a eu le nouvel agrément de Refashion l'année dernière et le vêtement professionnel n'est pas dedans. Alors, c'est une sorte de serpent, de monstre du Loch Ness, que un coup il apparaît, un coup il disparaît. Mais il est probable que peut-être dans 2 ans, 3 ans, la REP des vêtements prenne en charge les vêtements professionnels. Et tout ce que l'on fait au niveau de chez Auré sur ce sujet-là, ce que je voulais dire en termes de gouvernance, c'est que le format d'échange que l'on a dans le club métier, que l'on a à travers ces projets que j'ai cités, il est unique en France dans le domaine du textile. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas de fédération professionnelle en textile professionnelle qui permet de réunir les acteurs. Et nous, on est un format qui permet de le faire, et j'allais dire de manière totalement désintéressée. Parce que nous, on n'est pas une société capitaliste, vous voyez, donc on est une association de loi 1901. Mais on est dans cette vocation d'intérêt public. Merci beaucoup, c'est très clair. Je vous en prie. Je pense que je vais vous libérer pour aller déjeuner, non? C'est ça? Je pense qu'effectivement, notre co-hôte Emmanuel est déjà parti, en fait. Je pense qu'il a dû quitter pour une autre réunion. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Sinon, effectivement, on va s'arrêter là. On remercie encore Michel pour sa présentation et puis à tous les participants également. Merci à vous. Donc, notre prochaine... Je salue Élise, que je vois là, Bonjour Michel. que je n'avais pas vu avant. Salut Élise. Merci Bon, encore et puis bon après-midi à tout le monde. Ok, merci à vous. Ciao. Merci.